Satori, donc, le Salon mondial de la défense et de la sécurité se tient dans toute la semaine à Villepinte. 30% plus grand, avec 185 000 mètres carrés de surface d'exposition, 60 pays représentés et 4 entreprises ukrainiennes. On se dit que ça doit être une édition record, mais en bourse, la défense, en tout cas européenne, elle patine un petit peu. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je disais patine parce que depuis le début de l'année, c'est même un petit repli qu'on a en bourse pour certaines valeurs. Un repli qui s'est accentué d'ailleurs depuis peu, alors même qu'il y a ces tensions géopolitiques qui se sont exacerbées avec notamment, on le sait bien, on commente tous les jours la guerre en Iran. Exactement David. Si on regarde paradoxal. Un peu, on va voir que pourquoi pas tant que ça, mais vous l'avez dit, on pourrait voir ça d'un premier point de vue comme étant assez surprenant. Si on prend l'indice de référence de notre secteur, c'est le Stoxx Europe Total Market Aerospace and Defense, il est un petit peu long, on peut d'ailleurs le retrouver sur le site de Stoxx, c'est très clair, il perd, vous l'avez dit, 2% depuis le début de l'année, donc c'est pas très grave, c'est pas énorme, mais en face, on a un CAC 40 qui gagne autour de 3,6%, un Eurostoxx 50 qui est à plus 8%, donc c'est mieux. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va retrouver au sein de cet indice sectoriel de la défense européenne au sens large, puisqu'on va mettre le Royaume-Uni à l'intérieur. On retrouve des poids lourds, Rolls-Royce, Safran, BAE Systems, Rheinmetall, Thales, Leonardo, donc ils sont tous là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de descendre un petit peu, puisque au sein de cet indice, on l'a dit, -2, mais il y a quand même un gros gadin, c'est celui de Rheinmetall. Ok, beaucoup progressé aussi. Alors, on va y venir, vous avez raison, mais moins 25% depuis le début de l'année, et surtout, moins 27% sur les 3 derniers mois, et vous l'avez dit, David, c'est surtout sur cette période des 3 derniers mois, paradoxalement, avec le démarrage du conflit en Iran, ça baisse, moins 27%, on l'a dit, pour Rheinmetall. Mais il n'est pas tout seul. Par exemple, si vous regardez l'italien Leonardo, plus 6,8% depuis le début de l'année, mais 18% de baisse sur les 3 derniers mois. Même niveau d'historique pour BAE Systems, quand il y a plus 6,3% depuis le début de l'année, mais moins 20% sur les 3 derniers mois. Et puis notre Frenchie, Thales, plus 0,44% depuis le janvier, mais moins 9%. Il tient un peu mieux, mais il avait un petit peu moins bien monté. Donc on voit que, oui, on est en train de marquer le pas, si je puis dire. Et donc ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y a un renversement de perspective sur l'ensemble de ces valeurs, c'est ça la situation ? Complètement. Tikeo Capital nous expliquait récemment que les positions acheteuses, notamment des fonds spéculatifs, alors c'est une partie de l'ensemble, mais c'est intéressant quand même, sur le secteur, elles sont passées d'environ 23 à 12 milliards de dollars sur les derniers mois, tandis que les positions vendeuses, elles ont monté à 4% du flottant. C'est un record depuis le sommet UE-OTAN de février 2025. En clair, vous l'avez dit, c'est la réponse la plus simple. De nombreux investisseurs sont passés à la caisse. Tout simplement, ils ont pris leur profit après des années de croissance folle pour certaines valeurs. Vous l'aviez spoilé, vous l'aviez divulgaché, David, Rheinmetall. Malgré cette chute, c'est encore plus 1250% sur 5 ans. Rolls-Royce, plus 1155%, donc il y avait eu des progressions absolument fulgurantes. Là aussi, Thales, plus 170%, c'est un peu plus sage, mais c'est pas si mal. Je l'ai divulgaché. Il fallait le dire. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire aussi, cette moindre appétence et cette baisse des cours, que justement les cours des actions du secteur peut-être ont augmenté vite, très vite, trop vite, plus vite en tout cas que les carnets de commandes. Ah oui, exactement. Et on l'avait déjà dit, parce qu'on a déjà fait des chroniques sur la défense, en disant attention, il faut bien que le marché, les investisseurs, se synchronisent avec le cycle de l'industrie de défense européenne, puisque là on parle de l'industrie européenne, mais ce sont des cycles longs. Vous savez, on prend des décisions, on prend des lois de programmation militaire, ça prend du temps, et puis on détermine après les matériels qu'il nous faut, etc. Les investisseurs ont estimé qu'à partir du moment où la défense redevenait au cœur des priorités de souveraineté européenne, ça allait se traduire dans les carnets de commandes. Et c'est vrai, ça commence à tilter. Il y a un certain nombre de décisions que j'avais envie de commenter aujourd'hui avec vous. On le voit. Alors, c'était normalement, notamment pour l'annonce à Eurosatori, mais Catherine Vautrin qui explique que finalement, ils vont passer en négociation exclusive avec Safran MBDA pour développer le successeur du lance-roquettes unitaire. Je ne vous fais pas un dessin, mais avant, c'était du matériel américain. On a eu Sébastien Lecornu, il y a quelques minutes, quelques heures, qui nous a parlé que, vous saviez, Palantir, qui est cette boîte américaine de tech qui fournissait notamment un certain nombre de services à la DGSI, allait être remplacée par une boîte française, Chapvision. Donc là, on parle plutôt de sécurité au sens information. Renseignement, on a l'Italie qui commence à choisir des Airbus et MRTT pour ses ravitailleurs à la place des Boeing. On a également l'OTAN qui s'intéresserait au Global Eye de Saab pour remplacer les vieux AWACS, là aussi des Boeing américains. Et puis d'ailleurs, alors c'est pas été confirmé, ça il y a eu un petit jeu de poker menteur, on a dit ça y est, l'OTAN passe sur Global Eye, c'est pas encore fait, mais la France en a acheté 2, donc ça commence à switcher, mais tout ça, ça prend du temps, David, c'est effectivement un cycle long et les augmentations de cours étaient forcément allées beaucoup plus vite.
On voit bien que ça bouge, mais en même temps, on peut s'inquiéter aussi de la capacité des États, capacité budgétaire, d'avoir les sous pour soutenir ces dépenses, pour soutenir ces grands programmes. Ah oui. Ça, c'est l'autre écueil. Ça, c'est clairement l'autre écueil. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut dépenser plus pour la défense, mais souvenez-vous, il y a quelques années, on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait dépenser plus pour la transition climatique, qu'il fallait dépenser plus pour l'énergie propre. On n'a pas toujours tenu ses promesses. Alors l'Europe a passé un certain nombre de règles pour assouplir un petit peu les conditions dans lesquelles on pouvait emprunter, mais on voit bien que dans les pays, on voit bien que là, on a eu en France récemment le blocage de la loi de programmation militaire au Sénat, donc ça ne se fait pas tout seul. Il y a eu cette démission aussi, je pense qu'elle n'a pas été forcément très commentée en France, mais de John Healey, le ministre de la Défense britannique, qui a dit que finalement, il était en train d'engager un bras de fer avec la chancelière Rachel Reeves, qu'il a perdu parce qu'il estimait que la programmation de défense britannique n'était pas à la hauteur des enjeux. Il faut savoir que vraiment, l'armée britannique a durement souffert durant plusieurs années de réduction de budget drastique, bien plus que chez nous. Et voilà, donc on voit que c'est compliqué. Il y a la partie budgétaire, puis il y a aussi la partie parfois désaccord entre les pays. C'est ça. On a vu l'épisode SCAF, mais on se doutait que ça finirait comme ça. La future avion de combat européen, ça a tiré dans tous les sens entre Paris et Berlin, et au final, le projet est mort, quoi. Le projet est mort, et il y a un autre projet qui des années de discussion. Après des années de discussion, souvenez-vous, David, le Rafale, c'est jamais aussi que le résultat, là aussi, d'un désaccord sur un avion de combat, les Européens faisant l'Eurofighter, les Français décidant de faire le Rafale, sur le même type de malentendu des missions sur lesquelles on allait engager ces appareils de combat. Et puis on parlait du SCAF, vous l'avez dit, qui était quand même très en danger avant qu'on l'acte. Et puis le MG-16, vous savez, c'est le futur char de combat dont on a grandement besoin parce qu'on va avoir un trou capacitaire dans quelques années en France. On voit aussi que c'est très compliqué et on devrait, sauf miracle, assister à la même chose. Donc paradoxalement, il y a un autre truc, c'est que il y a une tentation en ce moment de repli national sur les solutions de défense et les projets européens ont plus de mal à aboutir. Donc ça aussi, c'est pas forcément une bonne chose. D'abord repli européen et ensuite repli nationaux. Exactement. Ouais. On se dit quoi? Vous écoutez, on laisse tomber le secteur de la défense européen a mangé son pain blanc en bourse? Alors je pense pas. Je pense pas, clairement. En revanche, c'est sûr qu'il y a eu un emballement qui était vraiment anticipé par rapport à la logique. Mais ce qui est sûr, c'est que la prise de conscience sur la nécessité, à la fois de dépenser plus pour la défense, ne va pas disparaître. Et je pense que ça devrait rester quand même une priorité dans l'agenda politique des différents gouvernements. On verra ce qui se passe en France en 2027, je ne veux préjuger de rien. Donc ça, c'est une première chose. Donc les fondamentaux restent là. Deux, et ça, je pense que c'est encore plus fort, les Européens ont enfin commencé à acter, même si encore aujourd'hui, ils importent majoritairement leurs équipements des États-Unis, qu'il fallait tilter vers des solutions européennes. Et donc ça va forcément bénéficier aux industriels. En revanche, ce qui est intéressant, et je le disais en commentant la performance de l'indice, vous voyez bien que sur une performance de moins 2%, on a des écarts assez dingue au sein de l'indice sectoriel entre un Rheinmetall qui a décroché parce qu'il s'était beaucoup apprécié, là encore une fois, et des valeurs qui se comportent mieux. Donc peut-être que y aller, entre guillemets, comme on le fait quand on est un peu flemmard, et c'est normal, ça marche bien avec un ETF, en se disant je prends un fonds passif qui va répliquer un indice, c'est peut-être pas la meilleure solution, d'autant qu'effectivement, les grands groupes, ils sont tous embarqués dans ces gros programmes où c'est compliqué, où ça prend du temps, où c'est long, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je pourrais vous citer aussi le drone mal sur lequel on n'a rien fait. Peut-être aussi regarder les valeurs moyennes, on en parle souvent ici, les mid-cap du secteur, qui sont sur des segments plus de niche, sur des choses, des marchés peut-être plus petits sur lesquels on peut bouger plus facilement. On pense à des valeurs que je cite souvent, Exail Technologies sur les drones sous-marins, on pense à Exosens sur les tubes vous savez, des jumelles de vision nocturne. On pourrait citer Lizzie Aerospace aussi, qui a une petite activité défense. En Allemagne, on pourrait citer Hensoldt, on a OHB qui est à la croisée entre le spatial et la défense. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas être feignant. Il va falloir le bosser un minimum pour savoir un petit peu quels sont les positionnements des différents groupes. Aller peut-être chercher, pas que sur la France, aller chercher sur d'autres pays européens. Et puis, pas hésiter aussi à regarder un petit peu au-delà des méga caps, des big packs, et de descendre un peu sur les boîtes de taille moyenne. Et peut-être élargir un petit peu le scope, ça tombe bien puisque plusieurs introductions en bourse sont prévues. Des groupes de défense vont arriver en Europe. Oui, il y en a déjà qui sont arrivés. Il y a CSG, effectivement, le groupe tchèque. On a eu également le groupe allemand Vincorion. Et puis, on devait avoir KNDS, vous savez, l'équipementier militaire, là aussi franco-allemand. Et puis, il semblerait, je viens de voir une information
présentation de Morningstar en descendant, juste avant de descendre pour faire cette chronique, que cette introduction pourrait être reportée, notamment parce que le parcours de CSG, qui est le dernier introduit, n'est pas génial, et puis qu'il y a des dissensions. Tiens, quelle surprise, là encore, au sein du conseil d'administration. Voilà, il y a OHB dont je vous parlais, là, qui devrait élargir son flottant. Donc, en tout cas, il y a sans doute également des groupes de défense qui devraient continuer à arriver sur les marchés et introduire cette dynamique. Encore une fois, c'est une dynamique exigeante, peut-être pas aussi facile qu'on l'a présentée à un moment, mais je suis, moi, convaincu qu'elle reste, sur le long terme, pour un investisseur de conviction, une dynamique qui va porter ses fruits. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David.